Salut les toppers, salut les toppeuses. Aujourd'hui, nous allons faire un top 10 sur comment choisir un bon coach ou alors un bon mentor. Il y a beaucoup de mentors là dehors, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de formations et de plus en plus, nous entendons les Africains se plaindre du fait que voilà, beaucoup de coachs, c'est des escrocs. Ils prêchent des choses qu'ils ne pratiquent pas, ils se font de l'argent et alors que les gens ne s'enrichissent pas, etc., etc. Bon, je vais faire trois disclaimers, on va dire ça comme ça. Premièrement, moi, je ne suis pas contre les formations, le coaching ou le fait d'avoir un mentor. Avant, dans les sociétés traditionnelles, en fait, il y avait ce qu'on appelait des rites de passage. C'est-à-dire que tu étais un enfant, tu étais adolescent et tu devenais adulte. Et il y a des rites de passage, en fait. En Afrique, par exemple, pour devenir un adulte, il y a tout un tas de cérémonies. Il y a des formations. C'est-à-dire, c'était un groupe d'hommes qui prenaient un groupe de jeunes qui allaient passer du temps avec eux dans des endroits isolés, ça pouvait être la forêt, etc. Et voilà, on les faisait traverser un certain nombre de rites, en fait. On les formait, en fait. On les formait, on faisait d'eux des hommes, c'est-à-dire des gens capables de prendre soin d'une famille, des gens utiles à leur société, à leur communauté, etc. Bon, avec le temps, bon, il y a eu, voilà, l'esclavage, la colonisation, tout ça. Là, c'est l'école qui a remplacé ces formations-là. C'est-à-dire que, mais le problème, c'est que l'école ne fait pas de nous des hommes ou des femmes. C'est-à-dire, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est à quel moment est-ce qu'on devient un homme, à quel moment on devient une femme. Est-ce qu'on est une femme quand on commence à avoir ses menstrues? Est-ce qu'on est un homme quand on commence à, je sais pas, qu'on a des diplômes, qu'on a le bac, qu'on a un travail? C'est quoi un homme aujourd'hui? Enfin, à quel moment est-ce qu'on devient des hommes? Donc, bref, c'est pour ça, justement, pour combler le vide, en fait, que crée l'école, on va dire ça comme ça. Il y a de plus en plus des formateurs, des coachs, des mentors et tout ça et tout ça. Donc, je suis pas foncièrement contre le fait de se former ou d'avoir un mentor ou d'avoir quelqu'un qui nous guide. Pour moi, c'est quelque chose de très important même. Mais bon, ici, on va parler de 10 questions à se poser ou à poser à notre mentor, n'est-ce pas, avant de nous mettre sous sa coupe, on va dire ça comme ça. Donc, autre chose, c'est, je vais parler d'une époque aux États-Unis qu'on appelait la ruée d'or. C'est-à-dire, lors de la ruée d'or en Californie, les gens, bon, on a découvert de l'or en Californie. Il y a beaucoup de gens qui sont allés creuser pour découvrir, enfin, pour trouver de l'or. Le problème, c'est que les gens qui sont le plus enrichis en Californie, ce ne sont pas les gens qui creusaient pour découvrir l'or. Ce sont les gens qui vendaient les outils, en fait, qui permettaient de creuser. Donc, les gens qui sont devenus extrêmement riches, ce sont les gens qui vendaient les outils. Outils que eux-mêmes, déjà, ils n'avaient pas forcément testés. Et certains outils étaient bons, d'autres n'étaient pas bons, etc. Mais le fait est que ceux qui se sont le plus enrichis, ce sont ceux qui vendaient les outils. Et c'est un peu un problème qu'on a avec les coachs aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on estime que, bon, voilà, vous-même, vous n'avez pas testé, vous vendez des outils que vous-même, vous n'avez pas essayé, en fait. Est-ce que vous êtes allé voir vous-même si vos outils fonctionnent avant de les vendre aux gens? Bon, il y a cet aspect-là. Et puis, bon, beaucoup de coachs aussi vont prendre peut-être, ils ne donnent pas aussi leurs chiffres. Par exemple, ils disent qu'ils viennent pour remplacer l'école, que l'école ne forme pas des gens riches, que l'école ne produit pas des entrepreneurs, par exemple. Mais eux-mêmes ne donnent pas leurs chiffres. Par exemple, on a les chiffres de l'école, on sait par exemple que sur tel nombre de personnes qui ont leur diplôme universitaire, tel nombre de personnes se retrouvent au chômage, tel nombre de personnes deviennent riches. Il y a quand même un peu de chiffres quand même. Par contre, les coachs ne donnent pas leurs chiffres. Ce qu'ils font, c'est que ils vont prendre un témoignage ici et là pour dire, ah, telle personne a réussi grâce à ma formation. Mais dans l'ensemble, on ne sait pas en fait, sur 100 personnes qui se sont formées, combien de personnes ont réussi à atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés au départ, c'est-à-dire devenir, je sais pas moi, prospérer, réussir dans ses affaires, réussir dans son business, etc. Ça, on ne sait pas. Mais bon, bref. Donc, autre chose encore, une autre image encore que je vais prendre, c'est que moi, personnellement, si quelqu'un me dit, OK, pour que tu traverses telle forêt, voilà le passage à prendre, voilà la route que tu dois prendre, etc. Moi, je vais lui demander que, mais est-ce que toi, tu as passé par la forêt là? Il va te dire, non, moi, j'ai lu quelque part, je suis tombé sur tel cas, j'ai lu quelque part que pour traverser la forêt, il faut faire tel ou tel. Moi, je vais te dire, comme mon frère, toi, tu m'envoies dans la forêt, est-ce que toi, tu vas traverser la forêt pour savoir que, bon, OK, quand il va faire nuit, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je me nourris? Si je tombe sur un serpent, qu'est-ce que je veux dire? Il y a une différence entre celui qui connaît de façon théorique et celui qui a pratiqué, celui qui était sur le terrain, celui qui a vécu un certain nombre de choses, tu vois. Celui qui a vécu, celui qui a pratiqué ce qu'il prêche est toujours différent. Celui qui a essayé, celui qui a testé est toujours plus, il pèse toujours plus que celui qui se contente de lire des bouquins et de venir transmettre la connaissance. Et c'est en cela que je différencie les enseignants à un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui va te guider. Il peut y avoir plein d'enseignants. Déjà, c'est ça le problème de l'école. Il y a beaucoup de gens là qui par exemple, apprennent nos étudiants à devenir des entrepreneurs, le business. Beaucoup de gens qui enseignent le business, mais qui n'ont jamais essayé d'ouvrir une entreprise ou alors un business eux-mêmes. Ça, c'est un problème. Mais le problème, c'est que les coachs aussi, justement, de plus en plus, il y en a. Est-ce que eux-mêmes, ils ont essayé
d'ouvrir un business avant de venir apprendre. Parce que c'est une chose de dire que, ok, payez-moi, je vais vous apprendre le business, je ramasse votre argent et en plus je vais aussi me lancer. C'est autre chose de s'être d'abord lancé et de venir enseigner. Donc, à quel moment est-ce que les coachs se sont enrichis? À quel moment ils ont eu l'argent? Ce sont des questions que beaucoup de gens se posent. Beaucoup de gens se posent. Donc, bref, pour éviter d'être frustré par les histoires de formation, de coaching et tout ça, voilà 10 questions qu'il faut se poser pour choisir son mentor, son coach, etc. La première question à poser à nos coachs, c'est qu'est-ce qui fait de toi un expert? Est-ce que tu es un expert? Un expert, comme on dit au Cameroun, un expert, c'est quelqu'un qui connaît sa chose. C'est-à-dire, il connaît vraiment son domaine. Si je veux le coaching en amour, si je veux un mentor, quelqu'un qui va me guider dans ma relation. Donc, comme je disais en Afrique avant, c'était, voilà, tu avais normalement dans ta famille ou dans ta belle famille, tu avais toujours des aînés, des gens qui avaient duré, des gens qui avaient été mariés longtemps, vers qui vous pouvez vous tourner pour demander des conseils. Mais bon, aujourd'hui, les gens ne sont pas trop dans les histoires de dot et tout ça, famille, mariage, importance, bref, non. Si tu as un coach donc qui va te guider, qu'est-ce qui fait de lui ou d'elle un expert? Combien de temps la personne a fait, enfin, la personne a été mariée pendant combien de temps? Est-ce que la personne est heureuse? C'est une chose d'être marié. C'est pas parce qu'on est resté longtemps ensemble qu'on est forcément épanoui dans son mariage. Quand on voit les gens épanouis, ça se sait. Physiquement, ils se portent bien. Les personnes sont joyeuses. Je parle pas des gens qui sont joyeuses, mais avec les rides, les scènes, ils les frustrent. Non. Les gens sont bien, ils dégagent une bonne énergie, qui sont joyeux, qui sont épanouis dans le. Je dis combien, ils ont fait combien de temps ensemble, et qui sont épanouis dans leur mariage, etc. Et qu'est-ce que les gens autour d'eux disent, en fait? N'est-ce pas? Il y a tous les témoignages, Donc, est-ce qu'un expert, c'est celui qui a eu plusieurs conquêtes? Je parle d'un homme. Parce qu'en général, quand un homme a plusieurs conquêtes dans sa vie, bon, il est considéré comme celui qui connaît les femmes et tout ça. Mais quand c'est la femme qui connaît beaucoup d'hommes, bon, elle est considérée plutôt comme une prostituée. Bon, personnellement, j'ai rien contre. Je veux dire, qu'est-ce qui fait de la personne dont j'aimerais recevoir les conseils un expert? Qu'est-ce qui fait de toi un expert, en fait? D'où te vient ton expertise? Tu la tiens d'où, en fait? Tu la tires d'où? Des livres que tu as lus ou alors de ton expérience, en fait? Comment tu sais tout ce que tu sais? Et beaucoup de gens ne demandent pas les reçus. C'est quoi les reçus? Tu dis que tu es un coach, tu vois, mais c'est quoi? Comme je dis, les reçus, c'est comment est-ce que tu es épanoui dans ta relation? Est-ce que ça fait combien de temps que tu as été en couple, n'est-ce pas? Ou alors tu as passé toute ta vie à passer de relation à l'autre. Bon, on va dire que la sagesse vient des échecs, mais moi, j'aurais plus de mal à demander des conseils à quelqu'un qui n'a même pas réussi à être dans une relation pendant longtemps, qu'à quelqu'un qui a passé toute sa vie à être dans les relations, à monter, à descendre et tout ça. Donc, bref, est-ce que la personne à qui je parle, est-ce que c'est un expert dans le domaine? Deuxième question à poser, c'est pourquoi est-ce que tu es devenu coach? Pourquoi est-ce que tu vas enseigner ce que tu enseignes là? C'est quoi la raison? C'est quoi l'histoire derrière, en fait? Il y a beaucoup qui le font, justement, ils voient le coaching ou la formation comme une opportunité de s'enrichir. Est-ce que je veux forcément quelqu'un qui veut juste mon argent? Ou alors, il y a une histoire derrière, il y a une histoire personnelle. Par exemple, si je suis un coach aujourd'hui et que j'aimerais aider les gens à bien s'alimenter, à faire du sport et tout ça, dans la santé et tout, peut-être c'est parce que j'ai vu des gens, j'ai perdu j'ai perdu des êtres chers à travers, voilà, le cancer peut-être, j'ai vu des gens avoir le diabète. Je veux dire, quelle est ma motivation? Pourquoi est-ce que je veux être coach exactement? C'est quoi l'histoire derrière? Comme on dit, the origin story. C'est-à-dire, comment est-ce que je me suis retrouvé là-dedans? Parce qu'en général, un vrai coach, un bon coach, c'est juste pas quelqu'un qui cherche de l'argent, mais c'est quelqu'un qui a vraiment une mission. Quelqu'un qui vraiment incarne. Tu vois, c'est comme si tu entres tu vas voir un coach, lui, il est obèse, il te dit qu'il va faire de toi un gars super musclé, un gars qui mange correctement. Tu vois pas, enfin, c'est pas sérieux. Tu vois, je veux quelqu'un qui incarne ce qu'il raconte, en fait. Donc, voilà, c'est quoi l'histoire derrière? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir, il faut aller vraiment, il faut creuser, hein. Il faut pas rester en surface, il faut creuser. Aller en profondeur pour connaître les vraies motivations, en fait. Autre question à poser au coach, c'est, quelle est ton expérience avec une personne comme moi? Je dis souvent que moi, le meilleur coach pour moi, c'est quelqu'un qui était où j'étais et qui est aujourd'hui où je veux aller, en fait. Donc, ces deux facteurs-là. La personne était où j'étais avant. C'est-à-dire, on a certains points en commun, on a un certain même background, on va dire ça comme ça. Et la personne est où je veux être demain. Tu vois. Donc, par exemple, moi, si je veux être un grand panafricain, je vais pas prendre quelqu'un qui, je sais pas moi, n'incarne pas ses valeurs, n'est pas où j'aimerais être demain, tu vois. Ou alors, je ne vais pas prendre, si je suis quelqu'un je suis issu, par exemple, d'une famille de divorce ou d'une famille polygamique. Je vais pas prendre quelqu'un qui a grandi dans une famille avec ses deux parents là, tranquille. Bref, tu prends quelqu'un qui était où tu étais et qui va où tu veux aller, en fait. Donc, la question que tu poses à la personne, c'est est-ce que tu as aidé quelqu'un qui avait le même profil que moi? Et comment est-ce que tu l'as aidé? C'était quoi? Qu'est-ce que ça a produit comme résultat? Qu'est-ce que ça a produit comme résultat, justement? Quatrième question, c'est quel est quel est ton élève qui a eu le plus de succès, en fait? Quelle est la personne que tu as formée qui a eu le plus de succès?
et comment ça s'est passé. Donc, tu veux savoir. La personne va te dire, oh non, il y a telle personne. Tu dis, est-ce que je peux parler à cette personne? Est-ce que je peux lui parler? Si la personne hésite, la personne ne veut pas te mettre en contact avec ces gens qui ont le succès, comment ça sent pas bon, tu vois. Tu devrais avoir accès aux gens qui ont eu un certain succès à travers la formation ou à travers les conseils, en fait. Donc, il faut être capable, il faut que la personne soit capable de dire, OK, j'ai formé telle personne, voilà, la personne était dans telle situation, voilà où la personne se trouve en ce moment, et si tu veux lui parler, ou tu peux lui parler, etc. Donc, ça c'est la quatrième chose. Parle-moi de quelques échecs que tu as eu, justement. Quelques élèves qui ont échoué, en fait, qui n'ont pas réussi. Et surtout, ta faute, ta part de responsabilité se trouve à quel niveau, en fait. Parce que la plupart des gens ils ne sont pas responsables, ne veulent pas assumer la responsabilité. Ils vont te dire, non, j'ai tout fait, j'ai tout donné, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais la personne n'a pas réussi à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Non. Si la personne, le coach, n'est pas capable de te dire lui-même ou elle-même les erreurs qu'elle a commises tout au long de ses formations, tout au long de à travers son expérience, la personne n'est pas à prendre au sérieux. Parce que le but, c'est, on s'améliore. Personne n'est le coach parfait dès le départ, n'est le guide suprême parfait dès le départ. On apprend de nos erreurs, on a fait des erreurs, on apprend de nos erreurs. Donc, si la personne n'est pas capable de te dire quelles erreurs elle a faites, ce qu'elle a appris de ses erreurs, comment elle s'est améliorée, ce qu'elle a corrigé, etc. Ce n'est pas, voilà, pour moi, c'est un red flag, carton rouge. Autre question à poser, c'est comment est-ce qu'on mesure le succès? C'est-à-dire, c'est quoi concrètement les objectifs? Quand je m'allais me former là, c'est quoi exactement? On va définir le succès à partir de quoi? Parce qu'après, il ne faut pas être frustré alors que quelqu'un ne t'a pas promis quelque chose. Toi, tu avais tes attentes et vous n'étiez pas sur la même longueur. Donc, il faut qu'on s'accorde tous les deux. C'est, OK, cette formation va être un succès pour moi. S'il se produit quoi, en fait? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se produise pour que cette formation soit un succès pour moi? Donc, vous vous entendez dès le départ sur ce qui doit se passer, en fait, pour que la formation soit considérée comme un succès. Ça, c'est autre chose. Autre chose aussi, c'est au-delà, OK, on a défini ça va être quoi le succès. OK. Maintenant, ça va être quoi les étapes? Ça va être quoi les étapes? Et ça va être quoi le time frame? Ça va prendre combien de temps, en fait? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés parce qu'ils commencent à voir. Le pire des coachs est celui qui te rend dépendant ou accro de lui, en fait. Un vrai coach, un bon leader. On dit que tu n'es pas un vrai leader si tu n'as pas réussi à créer un leader. Donc, un vrai coach, c'est quelqu'un qui te rend, il te trouve infime en quelque sorte, mais il te rend capable de marcher sur tes deux pieds, de marcher droit, de te lever, de marcher en fait. Donc, voilà. Et ça va prendre combien de temps? Ça va être quoi les étapes en fait? Pour que tu ne te retrouves pas en train d'investir sur un coach pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je sais pas trop. Bref, il faut vraiment un time frame. Il faut une durée de temps définie. Il faut aussi des étapes. OK, on va commencer par telle chose. Ensuite, il va se passer ceci, il va se passer cela. Ça va prendre tel nombre de temps. Et aussi, un bon mentor, tu dois avoir accès à ton mentor. Il y a beaucoup de gens là qui payent pour des choses où, enfin, je comprends pas comment on peut payer des sommes faramineuses pour faire partie d'une masse. C'est-à-dire qu'il y a un homme ou une femme qui est là, il y a des centaines de personnes qui sont en face et comment je fais une vraie formation, un vrai coaching, un vrai guide. C'est vraiment personnel en fait. Parce que vous n'avez pas la masse, ça va être la masse, mais vous n'avez pas tous les mêmes problèmes. Chacun a son background. C'est pour ça déjà que quand un coach dit qu'il a, on peut prendre un nombre d'élèves illimité, ça c'est très dangereux parce que déjà ça doit être extrêmement, comme on dit en anglais, overwhelming. C'est-à-dire c'est très difficile en fait de s'investir complètement, de se donner à fond et de suivre une personne. Alors quand tu as quelqu'un qui te dit qu'il suit 20, 30, 40, 50 personnes, et que ça c'est encore une histoire du bien-être que je recherche, voilà, c'est juste une question de chiffres et d'argent en fait. Donc voilà, est-ce que j'aurai accès à mon coach? Est-ce que je vais pouvoir lui parler à tête? C'est-à-dire c'est quoi son schedule? Quand je regarde sa vie même, est-ce que c'est le genre de personne qui est capable de suivre plusieurs personnes en fait, par rapport à toutes les activités que la personne a? Donc ça, c'est aussi une question importante à se poser. Et comme j'ai dit dès le départ, avant en Afrique, c'était un groupe d'hommes ou de femmes qui s'occupaient d'un groupe d'hommes ou de femmes. Comme dirait le proverbe, it takes a village to raise a kid. Donc, en général, un vrai coach, un bon coach, il a des assistants, on va dire. C'est-à-dire des personnes aussi qu'il a formées et qui l'aident à gérer les personnes qu'il forme ou qu'il aide, en fait. Comme je dis, un vrai leader, c'est quelqu'un qui a produit d'autres leaders. Donc, si le coach là, il n'a pas des personnes autour de lui qui sont quand même qui ont presque le même niveau de succès, le même niveau de sagesse, ou le même niveau de, voilà, de réussite, on va dire. Donc, pour moi, c'est pas bon signe, en fait. C'est pas bon signe. Si tu n'as personne de toi, à côté de toi, qui travaille autour de toi, que tu as réussi soit à former, ou alors si tu n'as pas réussi à t'entourer de bonnes personnes, qu'est-ce qui fait, enfin, pourquoi est-ce que je dois croire que tu feras de moi une bonne personne, en fait? C'est quoi, enfin, qu'est-ce qui m'indique, qu'est-ce qui me montre que je vais réussir en te suivant, en fait? Donc, que la personne est entourée d'une bonne équipe. C'est très important. C'est un facteur
Enfin, quand on regarde, ou alors les personnes qui sont autour de la personne, enfin, chaque jour on entend des scandales, par exemple. Si j'estime que je vais aider les gens à réussir leur mariage, mais autour de moi, ce sont des gens extrêmement infidèles. Il y a quelque chose qui cloche. Est-ce qu'on dit souvent, bref, en anglais, c'est les oiseaux du même volage, traînent ensemble et tout ça. Bref, mais voilà ton entourage, en fait. Ton entourage ne peut pas être des gens qui incarnent des valeurs opposées à toi. Les gens autour de toi ne peuvent pas être des gens qui ne pratiquent pas ce que tu prêches. Donc, à ce niveau-là, voilà, il faut une certaine intégrité. La personne qu'on connaît en privé, l'intégrité, c'est la personne qu'on connaît en privé, c'est aussi la même personne qu'on connaît en public. Il n'y a pas de, voilà, de différence, quoi. C'est-à-dire que la plupart des gens qui sont autour de moi peuvent porter le même témoignage de moi. Tu vois, je suis un, en public ou en privé. Et les gens qui m'entourent incarnent les mêmes valeurs que moi. Pas à 100%, mais au moins à 80% en fait. Bon, et par rapport, pour finir la dernière question par rapport à ces histoires d'argent, il faut vraiment que l'argent que je vais dépenser soit clair dès le départ. Par exemple, je peux prendre quelqu'un, je lui dis, ok, je vais te former, je vais t'apprendre à devenir, je sais pas moi, entrepreneur. Tu vas me payer tel montant, mais je ne te dis pas, par exemple, pour commencer ton entreprise, toi-même, il va te falloir, enfin, ce que tu me payes pour te former, c'est même peut-être rien comparé à ce que tu dois vraiment dépenser pour construire, commencer ta propre entreprise, tu vois. Donc, il faut vraiment que le coût, la dépense, que ce soit la dépense en termes d'argent, que ce soit la dépense en termes d'énergie, en termes de temps, il faut que tout ça soit clair dès le départ, en fait. Combien de temps il va falloir que j'investisse, combien d'argent, enfin, pour que tout le projet marche, en fait. Parce que c'est comme commencer une maison sans avoir le devis, ou enfin, commencer un chantier sans avoir... Mais il faut que ce soit clair dès le départ. Sinon, à un moment donné, je vais pouvoir manquer d'argent, je vais manquer de temps, je vais manquer d'énergie. Donc, il faut que ce soit clair dès le départ, en fait, pour qu'il n'y ait pas de frustration après. Donc, pour moi, voilà quelques 10 questions, en fait, qu'on peut se poser avant de choisir la personne qui va nous guider, en fait, qu'on va suivre. Donc, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un nouveau Top 10. À bientôt.